Bonjour à tous et bienvenue dans l'X-Talk. De plus en plus d'États, de grands groupes, de particuliers se posent la question de mettre leurs données sur le cloud. Mais à l'heure des piratages toujours plus nombreux, la question des normes relatives à la cybersécurité se pose. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Georgie Courtois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au cabinet De Gaulle Florence et Associés et maître Jean-Sébastien Mariès. Vous êtes également avocat chez De Gaulle Florence et Associés. Bonjour. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que le cloud computing et quels sont les enjeux de la cybersécurité? Alors, le cloud computing, pour faire simple, c'est un ensemble de réseaux informatiques interconnectés sur Internet. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker vos données et d'utiliser le processus informatique au sein de votre entreprise, vous allez l'externaliser, l'utiliser, demander à un fournisseur de vous fournir ses services et de stocker vos données à votre place. Donc, ce qui implique forcément des enjeux de sécurité dans la mesure où vous n'aurez plus la maîtrise totale de vos données. Elles seront chez un tiers et là se posent les questions de confiance des gros acteurs du marché, notamment sur les questions de données sensibles, on pense notamment aux banques. Comment est-ce qu'on peut maîtriser ces données ? Et cette sécurité se pose ces questions-là au niveau des utilisateurs, parce que vous savez que maintenant que les salariés de plus en plus se connectent à distance sur leur poste de travail. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une faille, encore une fois, de sécurité? Se posent les questions de localisation des données, dans la mesure où on ne sait pas où elles sont exactement. Elles peuvent être en France, mais elles peuvent être aussi dans d'autres endroits, enfin en Europe ou à l'étranger. Donc, c'est un ensemble de questions qui créent des doutes et qui est susceptible d'être attaqué donc, via une intrusion sur une faille de sécurité. Donc il y a eu des directives, une directive en discussion sur la cybersécurité en cours actuellement, et l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a émis des guidelines sur le sujet. Alors comment est-ce qu'on peut se préparer pour mieux maîtriser ces risques? Est-ce qu'il existe finalement des outils? Alors oui, il existe des outils. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se mobilise en réalité pour essayer de trouver des solutions aux enjeux de cybersécurité dans le cloud computing. Pourquoi? Parce que sur le cloud, l'enjeu de confiance est essentiel. C'est même un élément marketing pour les fournisseurs de cloud computing. Georgie faisait référence à des initiatives au plan national, au plan européen. Parmi les développements récents, je crois qu'il faut citer une initiative au niveau international qui émane de l'Organisation de standardisation internationale, ISO, qui a publié courant 2014 une norme numéro 27018 qui est dédiée spécifiquement aux bonnes pratiques auxquelles peuvent adhérer les fournisseurs de cloud computing. Donc avant peut-être de revenir sur le fond de cette norme et son apport éventuel, peut-être deux mots pour expliquer un peu ce qu'est une norme et l'attrait d'une norme pour une organisation qui souhaiterait verrouiller davantage les questions de sécurité. La norme, très simplement, il faut l'opposer à la réglementation impérative, aux lois, aux règlements. La norme, elle est d'adhésion volontaire, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est confrontée à une problématique donnée va faire le choix, de manière responsable, d'adhérer à cette norme. Bon. Donc, on le sait aujourd'hui, sur le cloud computing, pour les fournisseurs de cloud computing, on a cette norme qui existe. L'avantage principal de l'adhésion à la norme, ça va être de structurer l'approche d'un fournisseur de cloud computing vis-à-vis des enjeux de cybersécurité. Ça va lui permettre d'abord d'évaluer à peu près ses pratiques à lui, sa situation au regard de ces enjeux-là. Ça va lui permettre éventuellement d'identifier les risques. Et puis, enfin, ça va lui permettre de remédier à ces risques autant que faire se peut en mettant les mesures appropriées en place. Alors, ce qui est important de noter, c'est que la semaine dernière, Microsoft vient d'annoncer qu'ils sont conformes à cette norme. Donc, c'est la première société, donc Microsoft Azure avec leur service de cloud, qui est conforme à cette norme. Et donc, on peut d'ores et déjà anticiper que d'autres acteurs majeurs du marché vont suivre dans cette voie. En quoi est-ce que le cloud computing rebat les cartes finalement pour ces acteurs du secteur ? Alors, est-ce qu'on rebat les cartes? Je ne sais pas, mais en matière de cybersécurité, mieux vaut ne pas jouer la carte du joker, en quelque sorte. Il ne faut pas jouer la carte du joker, il faut anticiper, il faut se préparer. Pourquoi? Parce que la dématérialisation, le caractère totalement immatériel des échanges, des transferts de données, Georgie le soulignait, oui, a tendance peut-être à brouiller les cartes. Et donc, quand il se pose la question des rôles et des responsabilités de chacun des acteurs du cloud, que ce soit d'un côté le client du fournisseur de services cloud responsable de traitement ou de l'autre le fournisseur en tant que tel qui est lui sous-traitant,
il va s'agir de définir clairement justement qui doit faire quoi. Là encore, c'est une question d'une acuité toute particulière et d'une grande actualité, puisque au niveau européen, est en cours de discussion et d'élaboration un règlement sur la protection des données personnelles qui vise en l'état à renforcer les obligations des sous-traitants, donc le fournisseur, et également en termes de responsabilité. Bon. Alors là aussi, l'intérêt dans ce contexte-là de la norme évoquée, il est tout à fait pertinent, il nous semble, puisqu'il se trouve dans cette norme des engagements auxquels adhère tout fournisseur qui va choisir d'appliquer cette norme et qui vise justement à clarifier, noir sur blanc, dans les contrats, qu'est-ce qui relève de sa responsabilité et qu'est-ce qui va relever de la responsabilité de son client, le responsable de traitement. Alors justement, on peut se poser quand même légitimement la question de la sécurité, puisqu'il y a quand même de nouvelles fuites toutes les semaines. Est-ce qu'il y a des obligations particulières ? Alors oui, il y a des obligations particulières et oui, il y a des fuites toutes les semaines. Je vais prendre comme exemple Orange, qui l'année dernière a une fuite majeure de sécurité de données personnelles. Il s'avère en fait, c'est exactement ce que vient d'expliquer Jean-Sébastien, que c'était le sous-traitant d'Orange qui était à l'origine de cette fuite, de cette faille de sécurité. Donc d'où l'intérêt de responsabiliser les acteurs du marché afin de savoir qui est responsable de quoi. Donc Orange a été condamné par la CNIL suite à cette faille de sécurité. Donc on voit qu'il est important de maîtriser. En France, on a une obligation de notification quand on est fournisseur de services de communication. Ça veut dire quand on est fournisseur d'accès. C'est limité à ces acteurs-là. Donc pour l'instant, c'est très faible. Ça résulte d'une ordonnance de 2011. C'est très ciblé. Ouais, c'est très ciblé. Mais il y a actuellement une discussion au niveau européen, un règlement européen qui vise à étendre cette obligation de notification à l'ensemble des acteurs du marché, à l'ensemble des responsables de traitement. Ce qui voudrait dire que tout le monde devrait notifier potentiellement à l'autorité nationale, donc en l'occurrence en France la CNIL, et aux personnes qui ont subi une faille de sécurité. Est-ce qu'on peut anticiper ces règlements ? Oui, on peut l'anticiper, il faut l'anticiper. Et en réalité, à deux titres. Une entreprise, notamment un fournisseur de cloud, qui va tenter d'anticiper ces questions, il peut agir sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est comment se prémunir autant que faire se peut des failles de sécurité, voire des intrusions qui vont provoquer les failles. Bon, pour cela, c'est vrai qu'encore une fois, la norme donne un certain nombre de mesures qui sont préconisées. On peut faire référence à des mesures techniques, le contrôle d'accès, les mesures d'authentification, ou à des mesures plutôt d'ordre juridique, la mise en place d'un règlement ou d'une charte informatique. Bon. Ça, c'est le premier volet qui vise à se prémunir. Mais dans tous les cas, il faut quand même être prêt, puisque aucun système n'est fiable à 100%. Il faut être prêt à réagir en cas de faille. Et là, on doit mettre en place tous les processus qui vont permettre de gérer ce genre d'événements, de situations, en mode de gestion de crise, en quelque sorte. Bon. Et là, il y a peut-être 3 niveaux d'intervention, de mesures qui peuvent être brossés très rapidement. Le premier niveau, c'est assez élémentaire, mais il faut être capable de détecter les failles et d'y mettre fin assez rapidement. Premier niveau. Deuxième niveau qui est important aussi, c'est être capable de documenter les fuites. Qu'est-ce qui a fuité, comment, pourquoi. Et d'autant plus, il est important de le documenter, puisque si on en vient à des obligations de notifier, il va falloir être un minimum précis sur justement la teneur de la faille qu'on va avoir à notifier ultérieurement à la CNIL par exemple ou aux intéressés. Et puis il y a un dernier niveau qui quand même est très important et que nous on constate assez régulièrement et qui est fondamental par rapport aux enjeux de responsabilité qu'on évoquait précédemment, c'est être capable, avoir les bonnes personnes, les bons outils qui vont être capables de préserver la preuve de l'intrusion et de constituer cette preuve pour engager ultérieurement, éventuellement, les responsabilités en cause. Et alors, si on ne doit retenir qu'une seule chose, c'est la preuve. La preuve est absolument nécessaire pour à la fois poursuivre le responsable de la faille ou poursuivre celui qui est responsable de l'intrusion, notamment au niveau pénal. Merci infiniment à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Lextalk. Au mois prochain.